Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. C'est Sandrine, on se retrouve à nouveau dans l'émission Impact Santé pour une famille en bonne santé. Nous sommes entourés de professionnels de la santé qui viennent chaque semaine parler de votre santé avec un regard biblique. Nous poursuivons notre série sur la santé de la femme avec pour thème « Femme, tu es porteuse de vie ». Alors nous avions une première et deuxième émission. Si vous ne les avez pas écoutées, il est encore possible de vous connecter sur radiodirectimpact.com pour pouvoir écouter les émissions précédentes. Alors aujourd'hui, nous parlons toujours de la santé de la femme et nous allons parler plus particulièrement de la femme senior, la femme qui vit, eh bien c'est vrai, la ménopause, mais je ne vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite. On se retrouve sur le plateau de Radio Direct Impact et je suis encore, et c'est une joie, en compagnie de mes chers invités que je vais laisser se présenter. Je vous en prie, alors on commence par qui ? Gervane, tu regardes pas à droite à gauche, je t'en prie, on va commencer par toi. Oui, vas-y. Alors bonjour Sandrine, bonjour à tous, je suis Gervane Kukanina, étudiante sage-femme en dernière année à la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg et je suis membre du département Impact Santé de l'Église ICC Bruxelles. Très bien. Bonjour à vous, bonjour à toutes. Je suis Valérie Bogne, je suis gynécologue obstétricien à l'hôpital Erasme et à l'hôpital Delta et je suis très heureux d'être parmi vous. Merci, nous sommes également ravis de vous recevoir à nouveau, docteur Valérie. Oui. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Je m'appelle Euphrasie, je suis aide-soignante, j'ai pris à Impact ICC et je sers à Impact Santé. Très bien, très bien. Alors donc nous allons poursuivre nos émissions. L'émission numéro 2, nous avons eu l'occasion d'avoir un temps de prière. On avait parlé d'infertilité, on a pu prier pour l'infertilité, mais également pour les autres maladies que les personnes pouvaient avoir, que les femmes ou les hommes pouvaient avoir dans leur corps. Et nous allons poursuivre, ou du moins commencer cette première émission avec un témoignage. On a beaucoup parlé, c'est vrai, des règles douloureuses. Et Gervane, tu as d'ailleurs un témoignage sur les règles douloureuses. Oui, en effet. Alors, moi, mon témoignage, en fait, c'est que à partir, donc, j'ai eu mes premières règles à l'âge de 11 ans. Et donc, dès l'âge de 11 ans, j'avais toujours connu, en fait, cette période comme étant très douloureuse. Donc, j'avais toujours eu l'expérience des règles douloureuses. Et comme communément et autour de moi, toutes les jeunes filles partageaient aussi très souvent cette même expérience et les femmes de ma famille aussi. C'est vrai que cette douleur, du coup, durant cette période, était devenue comme quelque chose de normal, quelque chose que j'avais accepté. Et donc ça ne m'interpellait pas d'avoir ces douleurs-là lors de la fin de mon cycle. Et donc j'avance comme ça tout au long durant mon adolescence avec ces règles. Et c'est vrai que c'était des périodes toujours très difficiles, très handicapantes, parce que des fois je ne pouvais même pas sortir. Des fois, moi qui étais durant l'adolescence, j'étais très 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 sportive et je planifiais mes compétitions. Donc il y avait des fois où quand je savais qu'à telle période du mois j'aurais mes règles, alors je ne prenais pas certains tournois parce que justement à cette période-là j'aurais mes règles et que je serais juste incapable d'aller pratiquer une activité physique et sportive. Donc je planifiais vraiment toute ma vie, je me privais de beaucoup de choses et très souvent, ça m'arrivait très souvent par exemple d'avoir un premier jour de règles en étant à l'école et mes parents devaient venir me chercher à l'école ou des fois on devait appeler les pompiers pour m'emmener à l'hôpital. Mais malgré tout ça, en fait, j'étais toujours dans cet inconscient-là et je me disais toujours que c'était normal au final ce qui m'arrivait. Et j'avais jamais cherché à consulter, j'avais jamais cherché à me renseigner, c'était normal d'avoir ces douleurs. Et donc, qu'est-ce que je faisais pour pallier à ces douleurs ? C'était vraiment de juste m'organiser en fait autour de ces douleurs. Donc, j'organisais ma vie autour de ces règles douloureuses. Et puis, est arrivé le moment où j'avais rencontré mon médecin généraliste qui m'avait proposé de prendre la pilule contraceptive pour venir atténuer mes règles douloureuses. Mais pour des raisons personnelles, j'avais refusé en tout cas ce traitement qu'on me proposait.
Et donc j'avais refusé ce traitement-là. Et puis le temps passe et au final j'arrive à la fin de mon secondaire et je commence les études supérieures et je décide de venir du coup ici en Belgique. D'accord. Et là où à la maison j'avais tout le temps une assistance ou quoi, une aide en cas de forte douleur, parce que des fois ça arrivait que mes parents me retrouvaient dans la salle de bain par terre et que je restais pendant des heures en fait en attendant que papa ou maman reviennent du travail pour venir m'aider à me relever. Et donc en ayant conscience que j'allais quitter le domicile des parents, je me suis dit il faut absolument que je trouve un traitement qui va venir soulager cette douleur parce que je serai toute seule en fait là-bas, il n'y aura personne pour m'aider ou pour m'emmener aux urgences en pleine nuit. Et donc au bout du compte je trouve un traitement d'antidouleur qui me soulage assez bien et donc je pars faire mes études à l'étranger avec ce traitement. D'accord. Et au final en fait je retombe comme dans une sorte un petit peu de contrôle ou de vie contrôlée par ce traitement. Oui. Donc j'anticipais mes périodes de règles, c'est-à-dire quand je savais que mes règles allaient arriver d'ici quelques jours, je prenais déjà des comprimés d'antidouleur alors que la douleur n'était même pas encore là. J'anticipais, je planifiais mes sorties avec mes amis, tel jour je ne sortirais pas parce que j'aurais mes règles et j'étais comme ça vraiment esclave un peu de mes règles douloureuses et de mon traitement. Mais ces médicaments ne quittaient jamais mon sac, je les avais tout le temps avec moi. Et justement un jour je devais sortir en fait vraiment de manière urgente, me rendre sur un lieu de stage où je devais récupérer des papiers et dans la précipitation je crois que je ne prends pas mon sac. D'accord. Et donc je laisse mon traitement à la maison. Du coup. Pas de médicaments avec moi. Mais sur le coup, je me dis bon, c'est mon premier jour, ça devrait aller, ça va passer, on y va quand même, j'ai pas vraiment réfléchi, je suis partie. Et en même temps, dans le train, en fait, j'ai vraiment eu de fortes douleurs qui ont commencé. Wow. Douleurs Dont j'avais plus ou moins l'habitude. Mais là, et je cherche mes médicaments, et bien sûr, je ne les ai pas sur moi. Et donc, dans le train, j'ai des douleurs qui commencent. Et je me dis non, ça va aller. Je sors du train, et là, je tombe par terre sur le quai. Oh. Sur le quai de la gare, tellement la douleur était intense et que je n'avais pas pu prendre de médicaments. Je tombe par terre sur le quai. Je tombe dans les pommes, je ne sais plus trop ce qui se passe, mais je sais qu'on appelle les pompiers et on m'amène à l'hôpital où je devais me rendre pour récupérer des papiers. Au final, j'y vais avec les pompiers et je suis aux urgences et là, en fait, j'ai eu le déclic. C'est à ce moment-là, il a fallu cet instant-là pour que j'ai le déclic et de me rendre compte que c'est trop en fait. Exactement. Que je ne peux plus vivre une vie rythmée par des règles douloureuses ou par un traitement. Et donc j'ai pris conscience que en fait cette douleur, c'est vraiment quand j'étais aux urgences, je me suis rappelée de l'œuvre de Lacroix. Je me suis dit mais ces douleurs en fait ne sont pas normales parce que la douleur, Christ l'a prise avec lui à la croix. Il a pris ces douleurs-là, peu importe les douleurs. Souvent, on va apparenter la douleur d'une maladie ou un cancer, des grosses maladies. Des grosses maladies, voilà, on va les apparenter à l'œuvre de la croix. Et des fois, on va un peu minimiser les douleurs comme celles des règles. Et donc, je n'associais jamais ce que je vivais à l'œuvre de la croix. Et donc, vraiment, ce jour-là, aux urgences, j'ai pris conscience que Christ est mort pour ça à la croix. Il a pris ces douleurs-là, il a pris ces douleurs avec lui à la croix. Et donc, que je n'étais plus condamnée, à subir ça et que je devais me défaire de ce traitement, je devais me défaire de ces douleurs-là. Et donc, j'avais pris la ferme conviction que je ne reviendrai plus à l'hôpital pour des douleurs de règles, que je ne prendrai plus de traitement pour les règles douloureuses, que je ne voulais plus, en tout cas, suivre un traitement pour ce problème-là. Donc en sortant de l'hôpital, vraiment, je sais que j'ai jeté mes comprimés, ceux que j'avais, et depuis, ça fait maintenant 4 ans et demi, je n'ai plus pris de traitement pour mes règles douloureuses. Wow. Plus de traitement, je sors même en période de règles, je veux pratiquer du sport même en période de règles. Donc voilà, et ça pour moi c'était vraiment ma victoire en fait. Exactement. De ne plus être esclave de ces choses-là. Tout à fait. Bien dis donc, Gervane, merci beaucoup de nous avoir partagé ce témoignage. Merci parce que c'est vrai que ça parle à de nombreuses personnes. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles ou de femmes qui ont aussi ces douleurs. Alors ce que j'ai bien aimé aussi dans ton témoignage, c'est que tu l'as fait par conviction. Voilà. Parce que des personnes vont se dire Gervane a fait moi aussi le traitement en dehors, etc. Donc c'est important aussi de savoir
tu as fait ce traitement, tu l'as suivi à un moment donné, voilà, tu as simplement eu la conviction de non, mais non, je veux plus aller à l'hôpital pour ça. Et finalement, tu as mis ta foi, on va dire, en pratique. Et puis, ce qui en a découlé était finalement la victoire sur cette dépendance aux médicaments, le fait de tout contrôler en fonction de la maladie. Et merci en tout cas de nous partager, d'avoir partagé ce beau témoignage qui édifie et puis qui encourage aussi d'autres qui sont convaincus, elles aussi. Voilà, exactement. C'est important qu'on puisse introduire aussi avec un beau témoignage. C'est vrai qu'on a commencé fort cette série avec directement l'infertilité, les soucis, etc. Mais en réalité, c'est de manière préventive et c'est aussi, je pense, docteur Valérie, aussi pour rassurer aussi les personnes parce qu'elles peuvent avoir l'impression parfois qu'elles sont seules dans leur situation alors qu'en réalité, des milliers, voire des millions de personnes vivent la même situation. Donc, ça peut paraître des thèmes un petit peu forts, l'infertilité, etc., etc. Mais en réalité, c'est bien d'en parler. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Et justement, les personnes peuvent se dire, tiens, je suis contente qu'on puisse aussi parler des problématiques que je peux rencontrer. Alors, dans cette continuité, c'est tellement beau ce témoignage. Oh là là, on a envie de encore rebondir là-dessus, mais on va s'arrêter là. Dans cette continuité, nous allons parler, parce que lors de la précédente émission, nous avons parlé de la jeune fille et de la jeune femme. Maintenant, on va parler un petit peu de la femme, on l'appelle senior, on l'appelle post-ménopause, etc., ou ménopausée. Donc, on va tout simplement poursuivre là-dessus. Docteur Valérie, nous rappeler un petit peu la ménopause, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se manifeste ? Oui. La ménopause, c'est tout simplement l'arrêt de la fonction ovarienne qui se traduit par l'arrêt des règles pendant une période de 1 an. Donc, après 1 an sans règles, on déclare la ménopause chez la patiente. En moyenne, c'est un phénomène qui survient autour de l'âge de 50 ans. En Belgique, entre 50 et 52 ans. Ça peut survenir avant, mais la moyenne des patientes, c'est autour de 50 ans. Autour de 50 ans, d'accord. Alors, il y a l'arrêt des règles pendant une période d'1 année. Est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, inconforts que peuvent d'autres inconforts, non. Est-ce qu'il y a des inconforts que peuvent vivre les femmes ménopausées ? Évidemment, les inconforts commencent même déjà avant l'arrêt des règles. On peut avoir le symptôme qui est l'inconvénient le plus fréquemment rencontré, c'est les bouffées de chaleur. Donc, une sensation comme ça de chaud qui remonte, qui est très désagréable, surtout le soir, et qui s'ensuit un épisode de transpiration où on se sent complètement mouillé, et avec des vagues. Et donc, ça crée vraiment un mal-être qu'on peut comprendre chez la plupart de ces patients, une incompréhension du changement de leur état physique, et une diminution de la qualité du sommeil, et de l'anxiété, et puis va s'en suivre, ça c'est des plaintes immédiates, et puis à moyen terme, on peut avoir une sécheresse de certains tissus, y compris au niveau de la sphère vaginale, et à long terme aussi, une diminution de la masse osseuse, voire de l'ostéoporose, et comme on voit souvent chez nos mamans ou chez nos papas, les dos courbés, les fractures du col du fémur, et tout ça est lié à un déficit d'hormones qui va entraîner une perte importante de masse osseuse. D'accord. Alors au milieu de tout ça, il y a aussi la perte d'urine involontaire. Ça doit être aussi, j'imagine, assez désagréable. Alors quel conseil est-ce qu'à ce moment-là, les personnes doivent porter comme des couches ou... Comment est-ce qu'on peut remédier à... Alors, je vois docteur Valérie qui sourit, parce que j'ai dit le mot couche. Bon, je cherche les mots pour décrire, comment finalement, des protections. Des protections, exactement. Évidemment. Donc, c'est un phénomène, évidemment, qui survient aussi, mais pas exclusivement, qui survient aussi autour de la ménopause, ou après la ménopause, l'incontinence urinaire, mais c'est plutôt, on n'est pas certain que c'est lié vraiment à la ménopause. On pense que c'est plutôt une association liée probablement à l'âge. On a d'autres facteurs de risque qui sont bien sûr les maternités répétées sans qu'il n'y ait eu ce qu'on appelle une kinésithérapie au niveau des muscles du plancher pelvien, c'est-à-dire une réparation des muscles du plancher pelvien après un accouchement, qu'il soit un accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne.
Il y a aussi certains facteurs de risque qui peuvent être des phénomènes de compression ou de pression importante au niveau du petit bassin. Ça peut aller même des choses banales comme de la toux chronique, où on met beaucoup de pression. C'est pas forcément la ménopause. Quoi. Voilà, c'est pas forcément la ménopause. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'ai eu une patiente qui est venue me voir à un âge de ménopausée, elle avait 65 ans, pour un problème d'incontinence urinaire, accompagnée par sa fille qui avait 38 ans. Et après la chirurgie, je vois la patiente, elle est très contente et elle me remercie, elle est continente. Et je clôture la consultation et c'est là que sa fille de 38 ans me dit, écoutez, moi j'ai le même problème mais je n'osais pas le dire. Je trouvais que c'est un problème des patientes âgées, j'ai pas osé, j'ai pas eu le courage. Donc pour les continences urinaires, c'est vrai que ça peut survenir aussi après la ménopause, mais pas exclusivement. D'accord. Alors vous avez parlé de chirurgie, donc dans ces cas-là, il peut y avoir des actes chirurgicaux qui sont pratiqués. Pour l'incontinence urinaire, en général, on commence par corriger les facteurs de risque, si on peut les identifier. Parfois, il y a évidemment le surpoids, il faut perdre du poids. Et puis, si on a des phénomènes qui augmentent la pression au niveau du petit bassin, que ce soit le tabac, il faut arrêter. Certains médicaments peuvent entraîner une trouble chronique. La première ligne de traitement reste la kinésithérapie pour essayer de réparer un peu le plancher pelvien avec une efficacité qui est quand même intéressante, puisqu'on a plus de 30% des patientes qui ne seront plus opérées grâce à la kinésithérapie. Et puis après, il y a la chirurgie, qui est une chirurgie relativement simple, avec une efficacité assez intéressante de plus de 80%. Très bien. Je vois aussi avec... Alors, je vois également avec Euphrasie. Alors, toi qui es aide-soignante, comment on fait en fait lorsqu'on est au contact de personnes qui sont ménopausées, dans ce cas de figure parfois d'anxiété, de dépression ou bien ces bouffées de chaleur? Comment est-ce que finalement on peut soulager, j'ai envie de dire, ces personnes ou comment est-ce qu'on fait pour essayer un petit peu de vivre aussi avec ces personnes-là? Je crois que j'aimerais donner mon témoignage personnel. J'étais ménopausée à l'âge des 47 ans. J'étais pas du tout préparée. C'était venu, je voyais, en fait, il y avait des sauts. Ça sautait. J'ai des règles ces mois-ci, le mois prochain, il n'y a plus. Et à l'âge de 47 ans, je n'avais plus rien. Bon, ça m'embêtait pas trop. Je disais, bon, c'est venu, c'est plutôt, de toute façon, un, je ne suis pas mariée, deux, j'ai plus besoin de voir des enfants, l'utérus ne travaille plus, donc il s'arrête automatiquement tout seul. Bon, ok. Et c'était comme ça. Mais après, c'est ce qui m'embêtait, c'est vrai, les bouffées de chaleur, non, c'était invivable. Et chaque fois, tu vois, c'est comme si on t'a jeté de l'eau chaude sur la tête, et ça passe dans tout le corps, tu transpires, tu as chaud. Il faut ouvrir les fenêtres, avoir le ventilateur et tout. Et tout ce qui sortait de ma bouche, je dis Seigneur, mais c'est pas possible. On peut jamais vivre comme ça. Je dis tout le temps. C'était vraiment à intervalle, enfin c'était régulier en fait. Oui, pendant un an, j'ai vécu ça. Donc à la même minute, il y a des bouffées de chaleur. À la même minute, à la minute après, c'est comme si on t'a jeté de l'eau fraîche. Tu as froid, tu trembles, tu frissonnes, tu vas. Et je disais, Seigneur, personne ne peut vivre comme ça. Papa, il faut que ça s'arrête. Je ne peux pas continuer. Pendant une année, j'ai vécu cela. Et après, maintenant, là, ça ne vient plus. Je ne le vois plus, rarement. Et la nuit, franchement, je ne suis pas frileuse, mais la nuit, je dormais même pendant l'hiver avec les fenêtres ouvertes. Ah oui, tellement vous aviez chaud. Voilà, et ça dérangeait ma fille. Elle dit, maman, c'est pas normal. Comment il fait, je sais pas moi, 10 dehors, toi tu dors avec la fenêtre ouverte. C'est pas normal du tout. C'est vrai, ça handicape les gens qui vivent avec vous. Même si je suis seule à la maison, moi, je chauffe pas. Et j'ai pas froid. Pour moi, c'est bon. Vraiment, j'avais pas cette connaissance. Enfin, j'avais même pas fait les démarches d'aller voir un spécialiste, de prendre des hormones. Jamais. Mais tout ce que moi je faisais, je faisais quand même beaucoup de piscine. Ah, oui, à l'époque, j'allais 3 fois par semaine à la piscine. Avant le Covid, c'est vrai que là, je dois reprendre si tout est ouvert. J'allais beaucoup à la piscine. Et jusqu'à aujourd'hui, je prends encore des cartes calcium et des vitamines D.
ça je prends en continu. Mais aller voir les spécialistes, c'est vrai que c'est conseillé. On devrait aller voir les spécialistes avant la ménopause et pendant, pour avoir des hormones de substitution. C'est très important, mais malheureusement, la plupart des femmes ne le font pas. Et je parle avec plusieurs femmes. Je voulais inviter une femme qui s'était bien préparée avant la ménopause, mais je ne trouvais personne. Toutes les femmes avec qui je parlais, elles m'ont dit, moi, je n'étais pas préparée, moi, je n'ai jamais rien pris avant. Donc, c'est vraiment très bien qu'on en parle pour qu'on puisse prendre conscience qu'il ne faut pas se laisser comme ça dans la souffrance, parce que c'est une souffrance. Dans la souffrance. Pas, hein. Moi, personnellement, je ne savais pas que c'était... En tout cas, le ressenti, quand tu parles de... On a l'impression de recevoir une casserole d'eau chaude, j'imaginais pas du tout. J'avais juste l'impression que peut-être c'était... Voilà, on a un peu chaud, voilà, mais pas à ce point-là. Hein. Ah oui, c'est une souffrance. Tu te rends compte, je disais même tout le temps, je disais à Dieu, Seigneur, je ne peux pas vivre le reste de ma vie, vivre comme ça, avec cette situation. Non, personne ne peut vivre comme ça. Mais, gloire à Dieu, que ça ne dure pas toute la vie. Et après une année, ça s'arrête, c'est bon. Maintenant, j'ai encore des bouffées de chaleur de temps en temps, mais ce n'est pas tout le temps. D'accord. Voilà. Alors, c'est quand même bien aussi d'avoir précisé que parfois, donc, tu prends, ce sont des gélules... tu as parlé donc... des comprimés des calcium. D'accord. Et de la vitamine D. D'accord. C'est ça que je prends avec les sports. Donc, il est conseillé d'avoir une vie sportive et avoir des gens avec qui parler. Parce que parmi les personnes âgées, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas souvent. Et pourquoi justement est-ce que c'est un sujet qui est si tabou ? Si j'avais la réponse, je n'ai malheureusement pas la réponse. Je pense aussi que, en tant que praticien, nous avons aussi notre part de responsabilité. On ne communique pas probablement suffisamment sur cette question-là. Il faut savoir aussi que l'histoire un peu de la médecine et de l'humanité fait que les patientes aujourd'hui vivent de plus en plus longtemps. C'est-à-dire qu'avant, nos prédécesseurs médecins n'avaient pas beaucoup de patientes après la ménopause pour s'en occuper. Donc maintenant, c'est une vie entière puisque les patientes vont vivre quasi autour de 40 ans, 35-40 ans après la ménopause, ce qui fait en soi une spécialité à part entière. Mais pour revenir un peu à ce que vous disiez, et qui est vraiment fantastique, je trouve que c'est un témoignage extraordinaire, parce que c'est vrai que si on vous avait préparé, le vécu aurait été différent. Ça n'aurait peut-être pas changé les bouffées de chaleur, mais l'impact et le questionnement et l'anxiété que ça a généré aurait été différent. Maintenant, je trouve que le traitement que vous avez, l'attitude que vous avez adoptée, et ça rejoint ce qui est démontré dans la littérature scientifique, ça dit que l'activité physique, et ça c'est super que vous le dites, parce que c'est démontré, ça permet de diminuer le nombre d'épisodes de bouffées de chaleur. Et donc, il y a vraiment cet élément qui est important. Vous avez mentionné aussi les hormones de substitution. Bien sûr, ça reste le traitement le plus efficace contre les bouffées de chaleur. Ce n'est pas le seul traitement qu'on peut donner. Tout le monde d'ailleurs ne peut pas le prendre puisqu'il y a des effets secondaires. Mais c'est quelque chose au moins dont il faut discuter avec son gynécologue pour voir si on peut les prendre ou pas. Et il y a aussi des substituts comme des plantes que certaines personnes peuvent prendre. Dans la prévention de l'ostéoporose, ce que vous faites est très bien. Continuez l'activité physique puisque ça permet de maintenir vos cellules osseuses en activité. Et le calcium, très important. La vitamine D, évidemment, puisque en Belgique, on le sait, il n'y a pas assez de soleil. Donc la plupart des gens qui vivent en Belgique sont carencés en vitamine D. Et donc, il y a d'autres pathologies qui sont fréquentes après la ménopause, qui sont, par exemple, le diabète, les troubles thyroïdiens, les troubles endocriniens, mais surtout aussi le cancer du sein. Ah oui, d'accord. Alors, on parle justement un petit peu de prévention. On pense bien, c'est vrai, le cancer du sein, cancer du col aussi de l'utérus. Très rapidement, comment est-ce qu'on peut prévenir de ces choses quand il y a possibilité, en tout cas ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement
voilà, éviter ce type de cancer? Alors très rapidement, on peut... pour le cancer du col, on en a dit un mot dans les émissions précédentes. La vaccination me paraît évidente chez les patientes, chez les jeunes adolescentes et garçons comme filles. Puis après, à partir de 25 ans, un frottis systématique dépistage du cancer du col par simplement un prélèvement de cellules tous les 3 ans à partir de 25 ans jusqu'à 64 ans. Et donc ça permet quand même de diminuer de façon très importante l'incidence du cancer du sein, du col, pardon. On est à plus de 50% de réduction dans les pays où il y a un dépistage systématique. Pour venir maintenant au cancer du sein, le cancer du sein, il est beaucoup plus fréquent, en tout cas les 3/4 se manifestent après la ménopause, après 50 ans chez les patients. Alors il y a 25% qui surviennent avant la ménopause. Dans ces 25%, il y a une grosse proportion qui est souvent des cancers qu'on peut dire génétiques, c'est-à-dire si vous avez votre mère a eu un cancer du sein, surtout avant 40 ans, votre soeur, votre tronc, enfin, peu importe, parce que ça peut arriver chez les hommes aussi, et donc vous êtes à risque parce qu'on peut suspecter, et aujourd'hui on sait faire le diagnostic du gène qui est incriminé dans le cancer génétique du sein, donc BRCA1, BRCA2, donc on peut le tester, l'isoler dans les populations, les familles à risque. Je précise que ce n'est pas l'énorme majorité des patients, mais ça correspond à un groupe important des cancers qui surviennent chez les femmes jeunes. D'accord. Okay? Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Ben, il existe un dépistage systématique chez les patientes après 50 ans. C'est tous les 2 ans, c'est un mammotest, okay, que vous pouvez avoir accès soit dans des plateformes comme Brumamo, par votre gynécologue, votre médecin traitant. Il y a des centres de dépistage tous les 2 ans, de 50 ans jusqu'à 70 ans. Et avant ça, ben, il y a toujours la discussion de savoir est-ce que c'est le gynécologue qui doit faire la palpation des seins quand on va en consultation? Est-ce que c'est la patiente qui doit connaître ses seins? Je pense que je suis plutôt orienté vers les patientes doivent connaître leurs seins, surtout après 35-36 ans. Puisque, en général, surtout peut-être chez les femmes africaines qui ont souvent des enfants, la densité du sein est plus légère, la palpation est plus aisée. Et dès la moindre inquiétude, exactement comme on a dit pour les règles douloureuses, ça ne mange pas de pain, c'est pas... Vous pouvez consulter, si vous avez la moindre inquiétude, allez consulter un gynécologue, on pourra faire même une échographie et vous rassurer, et voilà. Tout à fait. Et je pense que c'est les dépistages, c'est important en fait, parce que parfois, il y a, on va dire, certaines personnes, la peur en fait de se dire, bon ben, j'ai pas envie de faire le dépistage, j'ai pas envie de savoir, on sait jamais, alors que, finalement, on peut se dire que c'est pas vraiment très sage parce que y a peut-être quelque chose qui se développe, alors que finalement, le dépistage ne veut pas forcément... il faut pas y aller avec inquiétude, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, tout à fait. Il faut pas y aller avec inquiétude, avec la peur de se dire si jamais. Et c'est vraiment important. Alors c'est vrai qu'on parle de cette sagesse, hein, finalement, de prendre soin de son corps aussi, hein, d'aller consulter, etc., etc. Et finalement, cette sagesse, on la retrouve beaucoup, c'est une petite transition, mais cette sagesse, on la retrouve beaucoup dans la Bible avec la femme mature, hein, cette femme senior qui finalement a beaucoup de conseils très sages. Alors, je sais pas si... Ephrasie, tu veux un peu revenir dessus sur cette sagesse de la femme mature, hein, comme on l'appelle aussi, qu'on peut retrouver dans la Bible. Voilà. En fait, en tant que femme mature, ne t'isole pas. Parce que souvent, on est rejeté chez les jeunes. Ils ne veulent pas des plus âgés. Mais tu es aussi importante chez les jeunes. Tu peux être un mentor. Tu peux conseiller, tu peux aider, apprendre aux jeunes à cuisiner, à s'habiller. Bon, nous voyons dans la Bible comme Naomi était un mentor pour Ruth. Si Ruth a pu rencontrer Boaz, c'est parce que Naomi était là. Naomi l'a conseillé, Naomi l'a guidé. Tu es une conseillère, tu es un mentor pour les jeunes. Ne te laisse pas dans l'isolement, ne t'isole pas. Il y a des groupes aussi, des personnes âgées. Vas-y, parle avec eux. Va dans des groupes d'enseignement, groupes des femmes mûres. Comme ici, chez nous, à ICC, nous avons les groupes des femmes majeures. Ne reste pas chez toi, viens dans les groupes des femmes d'impact. Et tu recevras des conseils, des soutiens,
des autres mamans. Tu es une femme, tu es une mère pour tes enfants, pour les autres jeunes. Comme on a dit précédemment, tu n'es pas seulement mère de tes enfants biologiques, mais tu es aussi une mère spirituelle. Donc, tu dois conseiller, tu dois accompagner ces enfants dans le chemin du Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que l'on va terminer cette émission. Alors avant ça, pardon, j'ai dit qu'on terminait, mais je voulais quand même que Dr Valérie, voilà, tu puisses intervenir, oui. Non, je voulais juste préciser un truc, je m'en voudrais de ne pas aborder brièvement la problématique des fibromes, puisque dans ma pratique quotidienne, c'est un motif de consultation chez la plupart des patientes africaines. Je voulais d'abord rassurer les Africaines que le fibrome, ce n'est pas un cancer, c'est extrêmement rare que ce soit un cancer. L'incidence, c'est environ 1 sur 10 000, donc c'est très rare, 1 sur 10 000, 100 000. Et donc, mais la majorité des patientes africaines, malheureusement, plus d'une femme sur deux, va avoir un fibrome. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les patientes qui ont des fibromes doivent s'inquiéter, qu'il y aura des problèmes. Non, la plupart n'auront pas de problème, mais c'est important que le diagnostic soit fait pour qu'on puisse avoir un suivi et qu'on n'arrive pas à des situations difficiles où des fibromes ont pris des proportions très importantes et entraînent chez certaines patientes des problèmes d'infertilité, des troubles urinaires, des troubles du transit. Le symptôme le plus fréquent que les signes d'alerte peuvent être des saignements très abondants. Si vous avez des règles qui sont très abondantes, de grâce, consultez un médecin, un gynécologue, et on pourra identifier si le fibrome est la cause de votre problème ou pas. C'est des pathologies qu'on peut traiter. On peut traiter les symptômes, mais on peut aussi enlever les fibromes par chirurgie. Et on a mis en place, par exemple, un groupe de travail où on s'occupe des patientes qui ont des pathologies comme des fibromes et qui ont des difficultés à concevoir, avec des succès qui sont quand même assez intéressants. Donc, dédramatisons les fibromes, mais soyons vigilants. Okay? Et je pense que c'est le message que je voulais faire passer. D'accord, très bien, et merci, docteur Valérie, d'avoir mentionné. Et puis, voilà, c'est important aussi, la prière n'empêche pas le dépistage. Voilà, on peut prier, mais en même temps, il n'y a pas de... en même temps, il faut, tout simplement, se dire, je vais consulter, je vais faire un bilan un petit peu de ma santé. C'est très, très important. Eh bien, c'est la fin, cette fois-ci, c'est véritablement la fin de cette 3e et dernière émission sur le thème « Femme, tu es porteuse de vie ». On a pu, au cours de ces 3 émissions, parler de la santé de la femme, de la jeune fille, de la femme et de la femme mature. Et en tout cas, c'était véritablement un réel plaisir de partager avec vous et surtout d'écouter aussi vos témoignages ainsi que les précieux conseils de Dr Valérie. On espère en tout cas, chers auditeurs, auditrices et chers internautes, que ces émissions vous ont plu. N'hésitez pas à les écouter et encore les réécouter. Il y a les merveilleux aussi magnifiques temps de prière qu'on a eu, ces déclarations sur votre vie, sur votre santé que vous pouvez écouter et encore réécouter, ainsi que tous les précieux conseils sur l'hygiène de vie en fait, qui est important d'avoir pour entretenir aussi une bonne santé. Un petit mot de la fin peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous, ou chacun votre tour très rapidement. On commence par Gervane. Tu veux toujours commencer, Gervane? Vas-y, je t'en prie, vas-y. Mais je pense que dans tout ce qu'on a dit, en tout cas moi, ce qui me revient, c'est vraiment de ne pas s'isoler. À tout âge, en fait, d'aller chercher l'information, notamment quand il y a une situation qui a l'air de nous interpeller, des douleurs, une ménopause qu'on n'a pas forcément peut-être envie de voir arriver, mais auquel il faut peut-être se préparer pour mieux l'appréhender et mieux la vivre. Vraiment, je pense que c'est vraiment ça, c'est allons chercher l'information. Approchons-nous des personnes qui ont l'information. Mon peuple périt par faute de connaissances. Exactement. Soyons pas ignorants. Ne soyons pas dans l'ignorance. Voilà, exactement. C'est mon mot de la fin. Tout à fait, très bien. Docteur Valérie. Oui, moi je voulais simplement vous remercier. C'est vrai, quand j'ai été contacté par Aurélie pour cette émission, j'étais bien sûr enthousiaste, mais j'avais quelques réserves aussi, évidemment, puisque le pari est quand même de discuter des problématiques de santé, de l'intimité de la femme
et associé avec une vision biblique. Et donc, la culture aussi fait que parfois c'est des sujets un peu tabous. Je voulais simplement vous féliciter d'avoir pris ce pari. Et je pense que c'est un pari qui est gagné. J'espère que vos auditeurs vont pouvoir consulter. Et comme vous avez dit, on peut prier et faire du dépistage en même temps. Exactement. Merci beaucoup, Dr Valérie. Et on termine avec Euphrasie. Oui, c'est le même conseil. Allez chercher l'information. Ne restez pas isolés dans votre coin. Informez-vous. C'est mieux, c'est plus prudent. Exactement. Eh bien, on va terminer, c'est terminé. On se retrouvera peut-être pour une émission, une prochaine émission. En tout cas, merci à vous tous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à écouter et réécouter les émissions sur www.radiodirectimpact.com. À la semaine prochaine pour une prochaine émission Impact Santé pour une famille en bonne santé.